Afghanistan, 1984. Le défilé du Panchir, une fissure dans la roche, étroite, balayée par un vent glacial qui descend des sommets. Une colonne de blindés soviétiques s'y engage au pas, moteur qui gronde entre les parois et soudain s'immobilise. Quelque part sur le flanc, parmi les blocs de granit gris, un homme est couché derrière une crosse. Premier coup de feu, le commandant du premier véhicule s'effondre sur le blindage. Deuxième coup, le radio. Troisième, un officier qui tente de sortir par le panneau d'écoutille. La colonne ne bouge plus. Les soldats sont cloués au sol, le visage dans la poussière. Le tireur travaille avec méthode, choisit ses cibles sans précipitation, maintient une distance de 600 à 700 mètres, là où le feu des fusils d'assaut ne porte plus. Il faudra plus d'une demi-heure pour localiser sa position et appeler un hélicoptère. En ce laps de temps, un seul homme, avec un seul fusil, aura paralysé toute une colonne blindée. Ce n'est pas un coup de chance isolé, ni une légende de guerre racontée au coin du feu. C'est une scène qui s'est répétée des dizaines de fois, dans des défilés différents, sur des cols différents, tout au long de la campagne afghane. Les tireurs d'élite soviétiques, armés du SVD, contrôlaient les hauteurs. Et contrôler les hauteurs signifiait contrôler tout ce qui se déplaçait en contrebas. Un homme seul sur une position dominante pouvait bloquer tout un détachement, le forcer à se terrer, lui faire perdre son rythme de progression, lui coûter des hommes. Non pas parce qu'il était surhumain, mais parce qu'il tenait entre les mains une arme conçue pour ce type de travail. Le SVD était alors en service depuis plus de 20 ans. Le tireur d'élite dans l'armée soviétique n'était pas un chasseur solitaire à la mode occidentale. Il était un élément du dispositif de combat, un homme qui agissait en liaison avec l'infanterie, neutralisait les points d'appui ennemis, éliminait les servants de pièces lourdes, maintenait une distance hors de portée du feu adverse. Le SVD avait été créé pour cette doctrine, semi-automatique, avec un chargeur de 10 cartouches, suffisamment léger pour la marche à pied et suffisamment précis pour travailler à 600 mètres. Non pas une dispersion record sur cible en papier, mais une efficacité réelle dans des conditions réelles. Pour comprendre comment cette conception est née, il faut remonter 30 ans en arrière, à l'époque où le tireur d'élite soviétique était moins bien armé que son adversaire, et où personne dans les états-majors ne semblait pressé de remédier à cette situation. Après la Grande Guerre patriotique, l'armée soviétique se retrouva dans une position étrange. L'expérience du combat de tireurs d'élite était colossale, des milliers de combattants formés, des dizaines de héros de l'Union soviétique parmi eux, une tactique d'emploi éprouvée, mais l'armement ne correspondait pas à cet héritage. La base du tir de précision restait le fusil Mosin-Nagant, conçu au XIXe siècle. Les exemplaires dits de tireurs d'élite étaient triés à la main sur les chaînes de fabrication. Sur 20 fusils, un seul, dans le meilleur des cas, satisfaisait aux critères de dispersion. 4 trous sur 4 devaient se loger dans un cercle de 8 cm à 100 mètres. Un fusil de série donnait un groupe de 15 cm. Ce n'était pas un système, c'était une loterie avec tampon militaire. Des tentatives pour donner aux tireurs d'élite une arme semi-automatique avaient été menées dès les années de guerre. Le SVT-40, le fusil semi-automatique Tokarev, existait en version de précision. Mais dans la pratique, il s'était révélé capricieux. Poussière, gel, entretien négligé transformaient l'instrument de précision en fardeau peu fiable. La variante de tireur d'élite avait discrètement disparu avant même la fin du conflit. Après la guerre, Simonov s'attaqua au problème à partir des mécanismes de sa carabine SKS. Les résultats déçurent à nouveau l'armée. Le cercle se referma. Le fusil de précision semi-automatique continuait d'échapper aux concepteurs soviétiques. À la fin des années 50, la situation était devenue franchement inconfortable. On était en pleine course aux armements nucléaires, à l'ère de l'aviation à réaction et des missiles de portée intermédiaire. Et le tireur d'élite de l'armée soviétique travaillait encore avec une arme du siècle précédent. La direction principale de l'artillerie formula enfin des exigences claires. Fusil semi-automatique, chargeur de 10 cartouches, dispersion garantie sur chaque exemplaire de série sans exception. Là où jadis un exemplaire sur 20 atteignait la norme, désormais tous devaient l'atteindre. En 1958, un concours fut lancé. 4 concepteurs déposèrent leur candidature: Konstantinov, Simonov, Kalachnikov et Dragunov. Kalachnikov était à ce moment-là déjà une légende vivante, mais il se retira du concours à un stade précoce.
Sur les conseils de l'ingénieur-colonel Deikin, représentant de la direction principale des fusées et de l'artillerie, il se concentra sur la création d'une nouvelle mitrailleuse légère adoptée en 1961. L'armée voulait un instrument spécialisé, pas le développement d'un concept déjà maîtrisé. Les 3 restants poursuivirent la compétition. Dragunov était né le 20 février 1920 à Ijevsk, une ville où l'on fabriquait des armes aussi naturellement qu'ailleurs on cuisait le pain. Son père travaillait comme concepteur, son grand-père avait œuvré dans la même usine. Armurier de père en fils, description littérale, non métaphore. Diplômé de l'Institut technique industriel d'Ijevsk en 1938, il rejoignit l'usine mécanique comme technologue, fut appelé sous les drapeaux en 1939, servit en Extrême-Orient comme maître armurier senior et revint à l'usine en 1945, cette fois au bureau du concepteur en chef. Contrairement à Kalachnikov, dont la biographie était devenue un mythe soviétique canonique, Dragunov ne fut jamais un personnage public. Il travaillait, méthodiquement, sans discours inutiles. Ceux qui l'ont connu le décrivaient comme un homme précis, dans ses jugements, dans ses décisions, dans ses relations avec ses collègues. Il possédait une qualité qui le distinguait de ses pairs. Il était lui-même tireur sportif et avait représenté l'équipe républicaine. Il comprenait ce qui se passe avec une arme entre les mains d'un homme qui vise, retient son souffle et presse la détente, couché sur le pas de tir, sentant comment le corps réagit au départ du coup. Ces années consacrées aux armes sportives d'après-guerre furent une préparation décisive. Tolérance, qualité du canon, stabilité de la détente, tout cela, il l'avait travaillé sur des modèles civils avant de le verser dans la conception militaire. Au printemps 1958, Dragunov s'attaqua à une tâche qui semblait presque insoluble. Ses prédécesseurs s'étaient heurtés sans cesse à la même contradiction. L'automatisme de rechargement introduisait, au moment du coup, des perturbations qui ruinaient la précision. Plus l'automatisme était fiable, plus il malmenait le canon. Dragunov chercha la solution non pas dans un compromis, mais dans une remise en cause du principe même. Le système à emprunt de gaz du SVD était conçu différemment de celui du KK. Sur le KK, le piston à gaz est solidairement lié à la glissière et parcourt avec elle toute la course de travail. Longue, puissante, adaptée à un fusil d'assaut qui doit fonctionner dans n'importe quel degré de salissure. Mais pour un fusil de précision, cette impulsion est excessive. Elle ébranle l'arme au moment précis où la balle n'a pas encore quitté le canon. Dragunov adopta un piston à course courte. Les gaz agissent sur le piston imprime une brève impulsion initiale à la glissière, puis celle-ci continue sa course par inertie. La perturbation est plus brève et plus douce. Le canon reçoit moins d'interférences dans l'instant critique du départ du coup. C'est cette solution technique qui constitua le fondement de la précision que le SVD allait finalement atteindre. La culasse se verrouillait par rotation sur 3 tenons, formule éprouvée, verrouillage stable, tolérance minimale. La crosse reçut une structure squelettique pour supprimer de la masse sans sacrifier la rigidité. La ressemblance extérieure avec le KK s'explique simplement. Les 2 armes étaient créées dans la même usine, par des hommes qui travaillaient côte à côte. Un soldat formé sur le KK devait prendre en main le SVD sans se trouver dépaysé. Mais à l'intérieur, c'étaient 2 armes fondamentalement différentes, résolvant des problèmes différents par des moyens différents. Vers 1959, le prototype désigné SSV-58 était prêt pour les essais. La commission travaillait sans indulgence. La dispersion ne rentrait pas dans la norme. La 10e cartouche du chargeur provoquait une percussion du percuteur avant le coup. Défaut de faible apparence, inacceptable sur le fond. Le démontage s'avérait peu pratique. Le poids dépassait la limite autorisée. Le prototype fut renvoyé à l'atelier. On chercha les responsables de la mauvaise précision et on les trouva là où on ne les attendait pas. Les essais avaient été conduits avec des lunettes PU, l'optique des années 30, héritée des fusils Mosin Nagant que le SVD était censé remplacer. Usée, présentant du jeu, elle ne maintenait pas le point de visée de façon stable. Distinguer l'erreur du canon de celle de l'optique était pratiquement impossible. La commission constata qu'il fallait une lunette conçue de 0. C'est ainsi que débuta la mise au point de la lunette PSO1 qui allait pendant des décennies définir le standard de l'optique soviétique de précision.
Mais cela, c'était déjà le tour suivant d'une compétition que Dragunov n'avait pas encore remportée. L'adoption officielle, le 3 juillet 1963, fut une victoire, mais une victoire au goût singulier. L'armée recevait un fusil de précision sans cartouche de précision. Conformément aux instructions de tir en vigueur, la dispersion du SVD était vérifiée avec des cartouches standards à balles acier, les mêmes qui alimentaient les chargeurs des fusils d'assaut de l'infanterie. 4 coups à 100 mètres, les 4 impacts dans un cercle de 8 cm. C'est ainsi qu'on évaluait, c'est ainsi qu'on aurait combattu si la guerre avait éclaté à ce moment-là. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir sur la façon dont le fusil avait franchi le cap de l'adoption. Après les essais décevants de 1959, Dragunov était retourné à sa table de travail et n'avait plus réapparu avec des résultats avant d'en être certain. Pendant ce temps, Konstantinov travaillait lui aussi. Son prototype avait subi de profondes transformations au début des années 60. L'affrontement final entre les deux concepteurs s'étira sur plusieurs cycles d'essais comparatifs, où chaque série de tirs renvoyait les deux hommes à leur planche à dessin. À l'issue des essais d'État fin 1961 et début 1962, la commission établit sans ambiguïté. En termes de dispersion et de fiabilité de fonctionnement, seul le fusil de Dragunov satisfaisait aux exigences du cahier des charges. Le modèle de Konstantinov, même poussé dans ses derniers retranchements, pouvait tout au mieux atteindre le niveau du Dragunov, sans jamais le dépasser. En août 1962, une série de 40 fusils fut produite pour les essais en unité. Ils furent conduits dans les districts militaires de Moscou, d'Odessa et du Turkestan. Le 3 juillet 1963, le SVD fut officiellement adopté par l'armée soviétique. La même année, fut produite une première série de 200 exemplaires, et à partir de 1964, débuta la fabrication en série à l'usine mécanique d'Ijevsk. Cette même année, Yevgeny Fedorovitch Dragunov reçut le prix Lénine. En même temps que le fusil, la lunette PSO-1 fut adoptée. Sa principale caractéristique était un réticule télémétrique fonctionnant sur le principe de la taille humaine. Le tireur amenait l'échelle de façon que la cible, un homme de 1,70 m, se trouve comprise entre la ligne horizontale et la ligne inclinée. Un trait au-dessus de la cible indiquait immédiatement la distance. Aucune table, aucun calcul mental, quelques secondes, et la portée était lue directement dans la lunette. Pour un tireur d'élite, agissant dans les conditions d'un vrai combat, c'était une solution d'importance capitale. La PSO-1 allait pendant des décennies définir le standard de l'optique soviétique de précision. Pourtant, le système demeurait incomplet. La cartouche spécialisée n'existait toujours pas. Ce qui semblait un inconvénient temporaire s'étira sur 4 ans. La cartouche de précision n'apparut qu'en 1967. Elle reçut la désignation 7 en 1 et fut développée en tenant compte des caractéristiques balistiques propres au SVD. Ogive à talon en bateau, vitesse initiale plus élevée, meilleure stabilité sur trajectoire. Avec cette cartouche, les résultats au tir changeaient radicalement. La dispersion à 300 mètres n'excédait pas 10 à 12 cm. Résultat plus que respectable pour un fusil semi-automatique militaire de série. Ce n'est qu'en 1967 que le système devint véritablement complet. Le fusil et sa cartouche coïncidaient enfin. Pendant que la cartouche se cherchait encore, une discussion autrement plus gênante agitait les états-majors. La question était simple. À quoi bon un système de précision coûteux et spécialisé si l'on pouvait équiper un fusil d'assaut modifié d'une optique et obtenir un combattant universel avec lunettes? L'argument de l'unification était politiquement fort. Un seul type d'arme, un seul type de cartouche, logistique simplifiée, formation simplifiée. Ses partisans s'appuyaient sur l'expérience de la Grande Guerre patriotique, où les tireurs d'élite soviétiques avaient œuvré avec des modèles de série adaptés et obtenu des résultats remarquables. La réponse des partisans du SVD se mesurait en mètres. Un fusil d'assaut opérait avec efficacité jusqu'à 300 mètres. À 400, son efficacité chutait brutalement. À 500, elle devenait symbolique. Le SVD, avec la cartouche 7 en 1, atteignait une cible avec certitude à 600 mètres, et un tireur entraîné travaillait bien au-delà. Ce n'était pas un avantage quantitatif, c'était une différence qualitative dans les possibilités tactiques. Un tireur d'élite avec un SVD pouvait s'établir là où le tir de riposte adverse n'atteignait tout simplement pas. C'est l'essence même du tir de précision. Non pas la précision pour la précision, mais le contrôle de l'espace par la distance.
Le débat dans les états-majors se traînait sans éclat, sans dénouement dramatique. Et il aurait probablement duré encore longtemps si en décembre 1979, les troupes soviétiques n'étaient entrées en Afghanistan. L'Afghanistan fut pour le SVD ce que l'Espagne avait été pour l'aviation allemande dans les années 30, un terrain d'expérimentation où la théorie se transforme en pratique et où la pratique répond immédiatement à toutes les questions que les débats d'état-major avaient remises à plus tard. Le relief montagneux du pays créait des conditions pour lesquelles le fusil de précision semi-automatique convenait à la perfection. Les défilés et les cols offraient des distances de 400, 500, 600 mètres, là où le feu des fusils d'assaut ne portait plus, là où un tireur avec un SVD opérait avec assurance. Les tireurs d'élite soviétiques en Afghanistan résolurent des missions qu'aucun règlement d'avant-guerre n'avait prévues. Ils couvraient la progression des colonnes sur les routes de montagne depuis des hauteurs dominantes, interdisant à l'adversaire d'occuper les positions d'où battre les blindés. Ils neutralisaient les servants de canons sans recul et de mitrailleuses de gros calibre avant que ceux-ci aient pu ouvrir le feu. Un seul tireur sur un piton dominant valait un peloton d'infanterie en terrain plat. Ce n'était pas une formule rhétorique, c'était la réalité opérationnelle de la guerre afghane. L'Afghanistan révéla cependant aussi les limites du système. Parmi les adversaires des forces soviétiques se trouvaient de nombreux hommes disposant d'une solide formation au tir de précision, anciens militaires, chasseurs, hommes capables de travailler avec une arme avec patience et méthode. Certains étaient équipés de fusils britanniques Lee Enfield, d'autres d'armes américaines récupérées. Le mécanisme à verrou donnait, toutes choses égales par ailleurs, une dispersion légèrement meilleure aux distances limites. Sans pièce mobile au moment du coup, le canon recevait moins de perturbations. Au-delà de 700 mètres, cela se ressentait. Les tireurs soviétiques connaissaient cette limite et la compensaient par un choix judicieux de position, en travaillant dans les plages de distance où le SVD agissait avec assurance. C'est en Afghanistan que se forgea la conscience de ce qui manquait au fusil. La lunette standard PSO-1, adoptée en 1963, était sur plusieurs points dépassée au regard des années 80. Son grossissement fixe de 4 fois limitait le tireur aux distances extrêmes et dans les conditions de faible visibilité. Les lunettes occidentales offraient un grossissement variable, un champ de vision plus large, une meilleure transmission de la lumière dans le crépuscule. Les tireurs qui avaient eu la possibilité de comparer en parlaient sans détour. L'armée entendait, mais réagissait lentement. Réviser l'équipement réglementaire supposait de réorganiser le système de ravitaillement, de recycler le personnel et la volonté politique de reconnaître qu'une décision prise 30 ans plus tôt était devenue obsolète. En 1989, les troupes soviétiques furent retirées d'Afghanistan. Dragunov était alors gravement malade et s'était éloigné du travail actif de conception. Le projet de version compacte pour les forces aéroportées, qu'il avait commencé au milieu des années 80, ne put être mené à son terme. Le 4 août 1991, Evgeny Fedorovitch s'éteignit à Ijevsk. Son arme avait traversé une grande guerre. Il lui en restait encore plusieurs devant elle. L'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991 plongea l'armée russe dans un état que l'on ne peut décrire autrement que catastrophique. Les financements s'effondrèrent, les chaînes d'approvisionnement se rompirent, des bureaux d'études entiers se retrouvèrent au bord de la fermeture. Les nouveaux développements devinrent un luxe que le pays ne pouvait plus se permettre. Dans ces conditions, le SVD se révéla exactement ce qu'il devait être. Une plateforme fiable, éprouvée, qui ne demandait pas à être remplacée. On ne le réforma pas, on l'adapta. La demande des forces aéroportées existait depuis longtemps. Depuis les années afghanes, lorsque le problème de la longueur du SVD classique dans la soute d'un avion ou à l'intérieur d'un véhicule blindé de transport de troupes était devenu évident. Un parachutiste travaille autrement qu'un fantassin en position. Il saute, se déplace rapidement, agit dans des espaces contraints où chaque centimètre superflu de longueur d'arme devient une gêne. Dragunov avait entamé le projet de version compacte au milieu des années 80, mais la maladie l'avait empêché de le mener à son terme. Après sa mort, le travail fut achevé par une équipe placée sous la direction d'Azari Ivanovitch Nesterov, qui comptait alors près de 40 ans dans l'industrie de défense. La nouvelle version reçut la désignation SVDS, fusil de précision Dragunov à crosse pliante. Les modifications étaient substantielles. Le canon fut raccourci de 620 à 565 mm.
Ces parois furent épaissies en compensation pour maintenir la rigidité et réduire l'échauffement lors d'un tir soutenu. La crosse devint pliante, elle se rabattait vers la droite et se verrouillait par un crochet, ramenant la longueur totale de l'arme en position repliée à 875 mm, contre 1135 en position déployée et 1225 pour le SVD classique. En position repliée, le SVD-S gagne 350 mm sur la version classique, une différence déterminante pour un parachutiste. Le bloc de prélèvement de gaz fut perfectionné et le régulateur de gaz supprimé de la conception pour simplifier l'entretien en conditions de campagne. La lunette principale retenue pour le SVD-S fut la PS-01EM2, une version améliorée de l'optique réglementaire. Le bipied reçut un mode de repliement peu ordinaire. Il se rabattait non pas vers l'avant, comme sur la plupart des systèmes, mais vers l'arrière, derrière le chargeur, avant d'être verrouillé par un cran d'arrêt. En position repliée, il ne gênait pas le maniement de l'arme et n'entravait pas le changement de chargeur. Une solution simple, réfléchie dans ses moindres détails. C'est exactement ce genre de détail qui distingue une arme portée par une vraie compréhension de l'usage réel, et non des seules conditions du banc d'essai. Le prix de la compacité était connu d'avance. Un canon plus court donnait une vitesse initiale de balle moindre, 810 mètres par seconde contre 830 pour la version de base, et donc une dispersion légèrement supérieure aux distances extrêmes. De nombreux officiers reconnaissaient ouvertement que le SVD-S était moins précis que la version classique, et ils avaient raison en chiffres absolus. Mais pour un parachutiste opérant dans des conditions de manœuvre rapides, cette perte était un prix acceptable pour gagner en mobilité. Le SVD-S fut adopté en 1995, dans un pays différent, en plein milieu d'une guerre qui allait immédiatement lui servir de baptême du feu. La première campagne tchétchène, qui débuta fin 1994, montra dès les premières semaines que la guerre en ville n'était pas l'Afghanistan. L'école du Panchir, avec leurs lignes de tir dégagées et leurs distances prévisibles, appartenait au passé. Grozny, c'était des cours intérieures, des caves, des murs éventrés, des cages d'escalier. Les distances se mesuraient ici à 50, 30, parfois 20 mètres. À une telle portée, le long canon de la version classique se transformait d'atout en handicap. Le SVD-S, avec sa crosse pliante, s'avéra bien plus maniable dans ces conditions. Les tireurs d'élite tchétchènes devinrent rapidement l'une des principales sources de pertes pour les forces fédérales. Parmi eux se trouvaient de nombreux hommes formés de façon professionnelle, anciens militaires soviétiques, chasseurs, tireurs sportifs. Une partie d'entre eux travaillait avec le SVD. Les armes ne manquaient pas dans les arsenaux post-soviétiques ni sur le marché noir qui avait proliféré. Les tireurs d'élite russes répondaient avec les mêmes moyens. La guerre se transforma en un duel brutal, où la capacité à lire le terrain urbain et la patience comptaient davantage que les caractéristiques techniques de l'arme. Grozny révéla une réalité que les manuels d'avant-guerre avaient négligée. Dans un combat en milieu confiné, le tireur d'élite n'était pas seulement un homme qui tirait loin et juste. Il devait se déplacer vite, changer de position avant d'être localisé, tirer depuis des embrasures, des recoins, des angles impossibles. Le SVD classique, conçu pour des positions en terrain découvert, souffrait dans cet environnement. Sa longueur le rendait difficile à manier dans les escaliers étroits, à travers les trous dans les cloisons, depuis la position assise dans un véhicule en mouvement. Ceux qui disposaient du SVD-S le préféraient sans hésitation pour le combat urbain. Ce fut la Tchétchénie qui cristallisa la demande de modernisation de la plateforme en matière d'optique. La lunette réglementaire PSO1, avec son grossissement fixe de 4 fois, convenait mal au combat en zone bâtie. Dans un appartement, dans une ruelle étroite, en tirant à travers des brèches dans les murs, il fallait une autre optique. L'armée commença à examiner sérieusement les intensificateurs de lumière pour tir nocturne, les lunettes à grossissement variable, la possibilité de changer rapidement l'équipement optique selon la mission. Ce fut une impulsion directe vers l'étape suivante dans l'évolution de la plateforme. La réponse fut le SVD-EM, la version la plus moderne du fusil. Elle reçut des rails de type Picatinny sur le dessus et sur les côtés de la boîte de culasse, permettant d'installer pratiquement n'importe quel équipement optique moderne sans modifier l'arme. Lunettes nocturnes, intensificateurs thermiques, collimateurs,
Tout cela se fixait désormais de façon réglementaire, sans bricolage de terrain. De plus, le canon fut librement flottant. Il cessa de toucher la hausse sur toute sa longueur, supprimant une pression parasite à l'échauffement et améliorant la stabilité du point de chute lors d'un tir prolongé. Il exista également des branches plus singulières de la famille. Le SVU, une version raccourcie en configuration bullpup, où le chargeur et le groupe de culasse sont placés en arrière de la détente. Cette disposition permettait, à longueur de canon égale, de réduire considérablement l'encombrement total de l'arme. Développé pour les éclaireurs et les parachutistes qui avaient besoin d'une précision de tireur d'élite dans un gabarit minimal, le SVU était extérieurement insolite. Rien de comparable n'existait dans l'arsenal soviétique puis russe. Mais la conception s'avéra ergonomiquement déficiente et le SVU n'entra jamais en production en série. Il y eut aussi une version en gros calibre, le SVDK, chambrée pour une cartouche de 9,3 mm sur 64 mm. Elle fut créée pour répondre à une menace précise. À la charnière des années 90 et 2000, les moyens de protection individuelle progressaient rapidement et la cartouche standard 7,62 mm sur 54 ne suffisait plus à garantir la neutralisation fiable d'une cible en gilet pare-balles moderne. Le gros calibre réglait ce problème avec une marge confortable. Mais le SVDK n'entra jamais en production en série. La conception resta au stade du prototype. Une page à part fut celle de la carabine civile Tigre. En 1969, Dragunov avait développé un prototype civil sur la base du SVD. En Union soviétique, le marché civil des armes rayées n'existait pratiquement pas, et le projet resta sans suite pendant plus de 20 ans. La production en série du Tigre ne débuta qu'en 1992, après la mort du concepteur dans un autre pays. Les premiers exemplaires de série étaient des copies quasi conformes du SVD et étaient recherchés pour cette raison. L'acheteur obtenait une dispersion et une précision proches de celles du modèle militaire. La production fut ensuite simplifiée, les exigences de qualité abaissées et les Tigres tardifs cédèrent nettement aux premiers. Ceux qui comprenaient la différence cherchaient des exemplaires des premières productions et les payaient en conséquence. La deuxième campagne tchétchène, lancée en août 1999, fut conduite selon une logique radicalement différente de la première. Les forces fédérales avaient tiré les leçons des années 1994 à 1996. Progression plus méthodique, plus grande prudence lors des opérations de nettoyage en zone urbaine, emploi plus rigoureux des binômes de tireurs d'élite. Le tireur d'élite n'était plus un solitaire agissant à sa propre initiative. Il travaillait désormais en liaison avec un observateur, avec un groupe de couverture, dans le cadre d'une mission clairement définie. Le SVD occupait sa place dans ce dispositif, non pas comme outil universel valable en toutes circonstances, mais comme arme spécialisée pour une gamme précise de missions. C'est durant cette période que l'armée se trouva confrontée à une question qui jusqu'alors n'avait été posée que dans l'abstrait. Que faire lorsque l'adversaire est armé de la même arme et formé aux mêmes méthodes? Les tireurs tchétchènes de la deuxième campagne travaillaient avec professionnalisme. Ils se dissimulaient habilement, changeaient de position rapidement, ne laissaient pas localiser leur emplacement par la lueur ou le son du coup. Le duel devenait une affaire où l'avantage revenait à celui qui lisait mieux la situation, non à celui dont l'arme présentait de meilleures performances sur le papier. Dans ce genre d'affrontement, le score ne se comptait pas en points, mais en vie. L'armée russe, au terme des deux campagnes tchétchènes, tira un ensemble de conclusions qui influencèrent directement la suite du destin de la plateforme. Un tireur d'élite en combat urbain avait besoin d'une arme capable de s'adapter rapidement à des conditions changeantes, distance variable, éclairage différent, nature des cibles différentes. L'optique fixe et la dotation standard en munitions ne répondaient que partiellement à cette exigence. La compacité en milieu urbain s'avéra plus importante qu'on ne l'avait supposé avant la guerre, et le SVDS, avec sa crosse pliante, reçut une confirmation supplémentaire de sa conception. Surtout, l'armée acquit la certitude qu'il n'existait pas, à court terme, de remplacement équivalent au SVD, non pas parce que l'arme était parfaite, mais parce que rien de comparable par l'ensemble de ses caractéristiques et la maturité de sa conception n'existait dans l'arsenal disponible. Dans les années 2000, d'autres systèmes de précision firent leur apparition,
russes et étrangers, à verrou et semi-automatique en différents calibres pour différentes missions. Certains surpassaient le SVD sur des paramètres isolés: dispersion aux distances extrêmes, possibilité d'équipement optique, ergonomie. Mais aucun ne possédait ce que le SVD avait accumulé: plus de 40 ans de conception éprouvée, une production rodée, un personnel entraîné et une confiance qui ne s'acquiert qu'au prix de vrais combats, non de tableaux de résultats au polygone. À cette époque, le SVD avait depuis longtemps franchi les frontières de l'Union soviétique et de la Russie. Des fabrications sous licence et sans licence avaient été mises en place dans des dizaines de pays. La Chine produisait sa propre version sous la désignation Type 85. La Roumanie fabriquait sa variante. L'armée irakienne recevait des SVD de fabrication soviétique et russe. Et lors de l'opération Tempête du désert en 1991, les fusils Dragunov se trouvaient aussi bien du côté des forces irakiennes que dans les mains de certains alliés arabes de la coalition occidentale. Des armuriers iraniens créèrent leur propre copie. Le fusil combattit au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, dans des conflits que les concepteurs soviétiques des années 50 n'auraient pu imaginer. En Irak, lors de l'invasion de 2003 et dans les années d'insurrection qui suivirent, le SVD apparut dans les mains de combattants qui n'avaient jamais reçu de formation militaire régulière. La réputation de l'arme la précédait. Dans les milieux armés du Moyen-Orient, le fusil Dragunov était synonyme de tireur d'élite, au point que sa simple présence dans un secteur modifiait le comportement des unités qui s'y déplaçaient. Des soldats américains et britanniques témoignèrent de la pression psychologique exercée par la seule éventualité d'un SVD en position. Une arme invisible qui forçait les convois à adopter des itinéraires détournés, les patrouilles à progresser à couvert, les chefs de section à rester en dessous des lucarnes. La réalité sur le terrain était plus nuancée. Un SVD entre les mains d'un tireur insuffisamment formé ne délivrait pas les performances pour lesquelles il avait été conçu. La précision du fusil n'était pas automatique, elle demandait des heures d'entraînement, une connaissance intime de la trajectoire de la cartouche, la capacité à estimer les distances sans aide électronique. Des tireurs inexpérimentés ouvraient le feu à des distances où le système était redoutable et manquaient leur cible faute de maîtrise. L'arme était là, le savoir-faire, pas toujours. En Syrie, où un conflit armé s'intensifiait depuis 2011, le SVD devint l'une des armes de précision les plus répandues parmi toutes les parties au conflit. Les forces gouvernementales, l'opposition armée, les formations kurdes, tous travaillaient avec le même fusil ou ses dérivés. Dans les ruines d'Alep ou de Deir ez-Zor, le duel de tireurs d'élite atteignit une intensité que peu de conflits contemporains avaient connue. Des deux côtés des lignes de front, des hommes armés du même fusil, utilisant les mêmes cartouches, appliquant les mêmes principes de camouflage et de choix de position. Le résultat du combat était déterminé non par la marque de l'arme, mais par le niveau de formation du tireur. Meilleure attestation pour une conception, il n'en existe pas. La CIVI révéla également un phénomène nouveau. La multiplication des enregistrements de combats diffusés en ligne permit pour la première fois à grande échelle d'observer en temps réel l'emploi du SVD dans des conditions authentiques. Des analystes militaires du monde entier purent étudier les techniques d'engagement, les erreurs tactiques, les solutions improvisées. Ce corpus d'observation alimenta directement les réflexions sur l'évolution de la doctrine du tireur d'élite dans plusieurs armées, y compris en dehors du monde russophone. Ce fut aussi en Syrie que l'on vit apparaître des versions modifiées du SVD avec des équipements que Dragunov n'aurait jamais pu imaginer en 1963. Lunettes thermiques de fabrication française ou biélorusse, pointeurs laser, suppresseurs artisanaux fixés sur le canon. Certaines de ces adaptations étaient ingénieuses, d'autres dangereuses pour le tireur lui-même. Mais elles témoignaient toutes d'une même chose. La plateforme était suffisamment robuste et suffisamment répandue pour se prêter à des modifications de terrain sans perdre sa fonctionnalité de base. Au Yémen, dans le conflit qui s'enlisait depuis 2015, le SVD réapparut des deux côtés, dans les mains des forces gouvernementales soutenues par la coalition et dans celles des combattants houthistes. Le relief montagneux du pays, ses longues lignes de crête, ses vallées encaissées, recréaient des conditions proches de celles de l'Afghanistan 40 ans plus tôt. Le fusil qui avait fait ses preuves dans les défilés du Panchir se retrouvait dans des paysages presque identiques, entre les mains d'hommes qui n'avaient jamais entendu parler d'Ijevsk. La production sous licence chinoise mérite une mention particulière.
Le type 85, développé à partir de plans soviétiques transmis dans les années 70, fut produit en grande quantité et exporté vers des pays qui n'avaient pas accès à la version soviétique ou russe d'origine. Des variantes de ce modèle se retrouvèrent en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, parfois à des décennies de distance de leur fabrication, après avoir transité par une demi-douzaine de conflits et autant de frontières. La traçabilité de ces armes devint un sujet d'étude pour les experts en prolifération des armements légaux. Un dernier angle souvent négligé, le SVD ne fut jamais un fusil de tireur d'élite au sens occidental du terme, c'est-à-dire une arme réservée à des spécialistes hautement sélectionnés et entraînés pendant des années. Dans la doctrine soviétique puis russe, chaque compagnie d'infanterie disposait de son propre tireur d'élite armé du SVD. Ce n'était pas un expert détaché d'une unité spécialisée, c'était un fantassin parmi les fantassins, dont la mission spécifique était de tenir la distance que ses camarades ne pouvaient pas couvrir. Cette philosophie d'emploi par la masse explique pourquoi le fusil fut produit en quantité si importante, et pourquoi il se retrouva si rapidement aux quatre coins du monde. Un outil conçu pour être entre les mains de nombreux hommes finit inévitablement par se retrouver en de nombreuses mains, y compris celles que ses créateurs n'avaient pas prévues. Au printemps 2022, lorsque des combats de haute intensité éclatèrent en Ukraine, le SVD et le SVD-EM se retrouvèrent sur la ligne de front des deux côtés. Près de 60 ans s'étaient écoulés depuis l'adoption officielle, et l'arme était toujours en service actif, non pas comme pièce de musée, non pas comme hommage à la tradition soviétique, mais comme outil de travail réel entre les mains d'hommes pour qui la précision du tir est une question de survie. Ce conflit mit en présence, pour la première fois à cette échelle, le SVD face à des systèmes occidentaux modernes livrés à l'Ukraine. Des fusils britanniques à verrou de type L115 A1, des fusils canadiens C14 Timberwolf, des systèmes allemands et finlandais. La comparaison était inévitable et elle était instructive. Sur le terrain ukrainien, le SVD confirmait ses qualités historiques et exposait ses limites connues. Dans les zones rurales de l'est du pays, champs ouverts, lisières de forêt, villages aux rues rectilignes, les distances de tir pouvaient atteindre 600-700 mètres, parfois davantage. À ces portées, les fusils à verrou livrés par les partenaires occidentaux offraient une précision supérieure, notamment grâce à l'absence de perturbations mécaniques au moment du coup. Des tireurs ukrainiens formés sur ces systèmes rapportaient des engagements réussis, à des distances que le SVD atteignait difficilement en conditions réelles. La vérité balistique que les soldats soviétiques avaient formulée dans les montagnes afghanes 40 ans plus tôt se vérifiait à nouveau. Au-delà de 700 mètres, le fusil à verrou tient ses positions. Du côté russe, le SVD-EM, équipé de lunettes thermiques modernes, compensait en partie cet écart. La capacité à détecter une cible dans l'obscurité ou à travers le brouillard, à engager un adversaire qui ne voyait pas encore le tireur, cette dimension nocturne et tout temps donna au SVD-EM un avantage situationnel que les seules données balistiques ne permettaient pas de mesurer. La guerre en Ukraine, comme toutes les guerres modernes, se combattait à toutes les heures du jour et de la nuit, et l'optique thermique changea en profondeur la façon dont les tireurs d'élite des deux camps conduisaient leur mission. Ce conflit fut également le premier dans lequel les drones de reconnaissance modifièrent de façon aussi radicale le travail du tireur d'élite. Un tireur immobilisé sur sa position pendant plus de quelques minutes risquait d'être détecté par un appareil volant de petite taille, invisible à l'œil nu, silencieux à 30 mètres d'altitude, et d'être neutralisé par un feu indirect avant d'avoir tiré un seul coup. Les techniques de dissimulation, les temps de présence en position, les itinéraires d'approche, tout fut repensé en conséquence. Le SVDS, grâce à sa compacité, s'adapta plus facilement à ces contraintes nouvelles. Une arme plus courte se dissimule mieux, se transporte plus vite, permet une extraction plus rapide après le coup. Il se produisit dans ce contexte un épisode qui illustre mieux que n'importe quelle statistique la longévité et la diffusion mondiale du fusil Dragunov. Au printemps 2023, des analystes spécialisés dans le suivi de l'armement documentèrent, à partir de photographies et de séquences vidéo issues du front, la présence simultanée de 3 générations du même fusil dans le même secteur géographique. Un SVD de fabrication soviétique des années 70, encore en état de fonctionnement, un SVDS des années 90, équipé d'une lunette thermique de conception postérieure à 2010,
et un SVD-EM de fabrication récente avec rail Picatinny et optique numérique. 3 décennies de production, 3 générations de modifications, côte à côte dans les mêmes tranchées. Peu de conceptions d'armes légères peuvent se prévaloir d'une telle continuité. Le paradoxe de cette longévité tient à la philosophie même qui présida à la naissance du fusil. Dragunov n'avait pas cherché à créer l'arme la plus précise au monde. Il avait cherché à créer l'arme la plus efficace dans les mains d'un soldat d'infanterie soviétique, dans les conditions réelles où ce soldat était susceptible de combattre. Cette distinction, subtile sur le papier, est fondamentale dans la pratique. Une arme qui exige des conditions idéales pour exprimer ses performances est une arme fragile dans le temps. Une arme conçue pour fonctionner de façon satisfaisante dans des conditions dégradées, entre les mains de tireurs dont la formation est variable, avec des munitions dont la qualité peut fluctuer, cette arme-là survit à ses concurrentes et traverse les décennies. La production totale du SVD, toutes versions et tout pays confondus, est estimée par les spécialistes à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Un chiffre difficile à établir avec précision en raison des fabrications non autorisées et des copies produites sans documentation officielle. La Chine, l'Iran, la Roumanie, l'Irak, chacun de ces pays a produit sa propre version, avec des niveaux de fidélité à l'original variables et des qualités de fabrication tout aussi variables. Certaines copies se révélèrent à la hauteur de l'original, d'autres, produites dans des conditions industrielles insuffisantes, avec des aciers de qualité inférieure, déçurent rapidement leurs utilisateurs. La désignation Dragunov devint, dans ces circonstances, une appellation générique, comme le terme Kalachnikov l'est devenu pour les fusils d'assaut, désignant parfois des armes qui n'avaient de commun avec le prototype idjevskien que la silhouette générale. Yevgeny Fedorovitch Dragunov s'éteignit le 4 août 1991 à Ijevsk, sans avoir vu la fin du pays qui lui avait passé commande de son œuvre principale. Il mourut quelques semaines avant la dissolution officielle de l'Union soviétique, ignorant que son fusil allait continuer de servir non pas des décennies, mais des générations entières après lui. Il n'avait pas cherché la gloire publique, n'avait pas cultivé sa légende, n'avait pas accordé d'entretien pour expliquer son génie. Il avait travaillé, et le travail avait duré. Ce qui rend l'histoire du SVD particulièrement frappante, c'est qu'elle est aussi l'histoire de ce que l'on ne voit pas. Les dizaines d'essais infructueux, les nuits passées à recalculer les tolérances d'un système récalcitrant, les commissions qui renvoyaient le prototype à l'atelier sans ménagement. Aucun de ces moments ne figura dans les journaux soviétiques. Aucun ne fit l'objet d'un reportage photographique. Mais c'est de ces moments, accumulés sur 5 ans d'un concours acharné, que naquit un fusil capable de traverser 6 décennies de conflits sur 4 continents. Dans un hangar d'Ijevsk en 1959, un homme couché derrière la crosse d'un prototype imparfait ajustait son tir, constatait l'écart, notait le défaut, recommençait. À 6000 km de là, et 60 ans plus tard, un autre homme, dans une tranchée dont il ignorait l'existence, tendait le même mécanisme, posait le même œil dans la même lunette et pressait la même détente. Entre les deux, une ligne droite que rien n'a réussi à briser. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette histoire sur l'Arsenal de l'Histoire. Si elle vous a tenu en haleine, laissez un like, partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Il reste encore bien des armes à raconter.